Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Grâce Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, nous allons parler de La planète des singes. Alors, ce livre a donné lieu à 2 séries, ou même plusieurs films, parce que je me suis un peu renseignée et quand j'ai demandé aux gens, ils m'ont dit: «Ah oui, La planète des singes et tout, il y a le film de telle année», alors je ne sais plus laquelle exactement, les années 60 je crois. J'ai essayé de regarder, étant donné que je ne suis pas très amatrice de vieux films déjà, ça a été un peu compliqué. D'ailleurs, je l'ai pas lu jusqu'au bout, je l'ai pas regardé jusqu'au bout et ensuite, voilà, c'était, j'ai trouvé un petit peu lent par rapport à l'histoire là, qui est beaucoup plus creusée et la version plus moderne, bah, honnêtement, j'ai pas encore regardé, parce que je pense que j'ai peur d'être déçue par rapport au livre. Et les extraits que je voyais, c'était: «Ah oui, si vous ne faites pas ça, on va vous tuer et tout», et alors c'était des singes qui avaient pris le pouvoir sur les hommes et tout. Je dis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Les extraits ne me donnaient pas envie de regarder et quand j'ai vu le livre, je dis: «Ouh là là, est-ce que je vais le lire ou pas?» Et après je dis: «Bon allez, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et ensuite je me coucherai un peu moins bête le soir, donc je vais tenter l'expérience et je vais tenter de le lire». Et bah, je vais expliquer ça tout au long de ma chronique, mais c'était une histoire qui était très, très sympa. Alors au niveau du résumé, y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie? C'est la question que se pose le professeur Antel, Arthur Levin, son second, et le journaliste Ulysse Mérou lorsque, de leur vaisseau spatial, ils observent le paysage d'une planète proche de oh là là, j'ai du mal. Bételgeuse, oui, parce que normalement, il me semble qu'il y a une étoile qui s'appelle Belgéteuse, ou c'est moi qui inverse les lettres ou les syllabes. On aperçoit donc de Bételgeuse, on aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de notre Terre. Après s'y être posés, les 3 hommes découvrent que la planète est habitée par des singes. Ceux-ci s'emparent d'Ulysse Mérou et se livrent sur lui à des expériences. Il faudra que le journaliste fasse, devant les singes, la preuve de son humanité. Alors, quand on lit le résumé, déjà, waouh! Et là, voilà, soit on plonge dedans, soit non. Alors, bien sûr, comme vous l'avez compris, c'est un livre de science-fiction, mais pas que. Je m'explique. Donc là, on va rentrer vraiment dans la partie développement, c'est-à-dire que Ulysse Mérou va se retrouver dans la situation complètement inversée, où, en fin de compte, c'est lui qui va prendre la place du singe sur la planète. Et ce que nous, les humains, on fait subir aux singes sur notre planète Terre, je vais arrêter de bégayer, eh ben, les singes le font subir aux humains sur leur planète à eux. Je ne sais plus si on a le nom de la planète. Il faudrait que j'arrive à retrouver, parce que je ne sais plus si c'est... Ah, c'était écrit petit quand même, hein. Si c'était... comment? Si c'est mis ou pas. Je crois, je sais plus, je vais faire une pause pour chercher. Si je me trompe pas, c'est la planète Sauror. Si je me trompe pas, hein, parce qu'il y avait plusieurs noms. Et j'avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu, ce livre, mais je l'avais pas encore chroniqué. Par contre, je trouvais il valait le coup d'être chroniqué, donc je le fais. Parce que voilà, maintenant, il est passé dans les grands textes du XXe siècle. Et personnellement, je trouve qu'il pourrait être étudié en classe parce que il est super intéressant par rapport à notre comportement sur les autres créatures vivantes, par rapport à la réflexion sur ce que nous, on peut faire subir à des animaux, juste parce qu'il y en a qui vont dire: «Ah bah oui, mais ils n'ont pas la même conscience que nous». Oui, et alors? C'est une raison pour les enfermer dans des cages, pour leur faire subir des tests et pour les euthanasier quand on n'en a plus besoin? La question reste ouverte. Et voilà, donc là est tout le sujet de l'histoire parce que, donc, Ulysse Mérou qui en plus est journaliste, donc va décrire tout ce qu'il vit, va, vivre l'histoire en tant qu'être humain, en tant qu'homme et en tant que journaliste qui veut, pardon, relater son histoire et faire
découvrir ce qu'il a vécu aux personnes qui vont la lire. Donc, ça démarre sur le fait qu'ils vont échouer sur cette planète. Et je vais tousser encore un petit coup. J'ai le petit rhume de l'automne. Et ça fait plusieurs jours que je suis en train de me battre avec. Donc, je pensais l'avoir assommé avec du dafalgan. Mais maintenant, je suis passée à Strepsil avec la lidocaïne. Parce que comme ça, j'aurai peut-être un petit peu moins mal à la gorge. Et depuis ce matin, je tousse. Ce qui est vachement pratique quand on va faire une chronique filmée. Soit, au moins comme ça, tu connais toute ma petite vie. Et tu sais que malgré tout, je suis une guerrière. Je suis malade, mais je fais quand même ma chronique. Alors, revenons à notre fameux Ulysse. Alors, Ulysse aussi. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque, c'est quand même quelqu'un dans l'Iliade de Homère qui découvre différents continents et qui va dans différents lieux parce que il veut retourner chez lui. Il a été puni par les dieux parce qu'il a participé à la guerre de Troie. Et donc, il met 10 ans à retourner en Ithaque, le royaume dont il est le roi. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, avec la chronique sur la planète des singes, apprend la mythologie grecque avec Gracieuse. Et donc, j'ai trouvé que le nom ne devait certainement pas être innocent et que notre fameux Ulysse va découvrir une nouvelle planète et va nous raconter comme il rencontre la peuplade des singes sur cette planète dont j'ai déjà oublié le nom, mais ça n'est pas forcément important. Et alors, ce qui est aussi fort intéressant, c'est que donc leur première rencontre, ce sont des hommes. Mais ce sont des hommes qui sont primitifs, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de langage parlé, ils s'expriment que par des cris, ils ne sont pas habillés. Alors, justement, je parlais tout à l'heure de la série de 1960 et des poussières, on voit les femmes qui ont des petits machins, alors un peu couleur chair et tout, et les hommes aussi. Alors, ok, je veux bien qu'ils n'étaient pas complètement nus, surtout à l'époque, je peux bien comprendre. Mais bon, leur mettre des bouts de tissu, j'ai trouvé que c'était pas forcément très cohérent. Pardon, il m'a pris par surprise celui-là. Moi, je leur aurais mis des vêtements, ok, mais recouverts d'herbes, de fougères ou je ne sais quoi, histoire de montrer que voilà, ils s'habillaient, ils se revêtaient de quelque chose pour se protéger parce que leur peau ne leur permettait pas de se protéger du froid. Nouvelle pause. Je commence à me demander si c'est vraiment une bonne idée parce que entre mes toux et mon nez qui coule, on est quand même bien pour faire une belle chronique. Mais étant donné que j'ai décidé de ne pas faire de montage parce que déjà pour moi, faire ne serait-ce que accrocher 2 vidéos l'une à la suite de l'autre, c'est tout un exploit. Alors commencer à faire du montage, couper les séquences et tout, t'oublies. Et donc, j'étais en train de parler du fait, oui, ils allaient se couvrir avec de la terre ou autre chose pour se protéger parce qu'il fait froid, parce que cette planète, c'est un peu une copie de la Terre, mais avec, avec des singes qui s'y sont installés et qui ont pris quelque part la place des hommes. Donc, du coup, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Nos hommes, les êtres humains, ne vont pas réagir comme nous, qui avons développé donc le fait de tuer des animaux pour récupérer leur peau, pour la coudre et s'en couvrir. À une certaine époque de notre histoire, mais il y a quelques millions d'années, mais les tout premiers, de toute manière, ils avaient des poils qui leur permettaient de se protéger. On continue l'histoire avec Gracieuse. Oui, je suis une grande passionnée d'histoire, de mythologie, donc je diverge assez facilement sur ce sujet. Et en même temps, ça explique aussi un peu le bouquin. Alors, donc, notre fameux Ulysse va se retrouver capturé par des singes. Et alors, ce qui est sympa comme tout, c'est que nous avons différentes races de singes. Nous avons les orang-outans, nous avons les chimpanzés et nous avons les gorilles. Et étant donné qu'on est quand même beaucoup dans le stéréotype, alors je ne sais pas de quand date le dépôt légal date de 1990 apparemment. Bon non, c'est bien avant.
Ça, c'est le dépôt légal du bouquin en poche. Mais l'histoire a été écrite bien avant. Alors, attends. Euh, il l'a écrit en quelle année, celui-là? La planète des singes en 63. Voilà. L'histoire date de 1963. Donc on était aux États-Unis encore avec les Noirs qui étaient au fond du bus, les Blancs qui étaient à l'avant, les Noirs qui étaient là pour, qui n'avaient pas le droit de vote ni rien, qui étaient vraiment considérés comme une sous-race. Il faut quand même ne pas avoir peur des mots. Donc là, pareil au niveau des singes, en France, oui, je vais quand même terminer sur mon idée. En France, c'était pareil. On avait les Français de souche et on avait les autres, ceux qu'on avait fait venir après la guerre pour repeupler un peu le pays. Mais étant donné que ils n'étaient pas complètement français, ça choquait personne de les laisser faire le boulot que les bons Français bien de souche ne voulaient pas faire. Donc 60, la place de la femme et tout, c'était pas forcément celle d'aujourd'hui. C'était une époque qui était différente. Pas de jugement de ma part vis-à-vis de ça, mais ça explique pourquoi aussi il y a des catégories de personnes et il y a des catégories de singes. C'est-à-dire que les chimpanzés, ce sont les plus intelligents, ce sont les scientifiques et ceux qui vont développer le plus les technologies. Les gorilles, ce sont les brutes. Et les orang-outans, eh bien, ce sont ceux qui veulent être au pouvoir, mais on comprend bien qu'il y a un moment quand même où ils sont un peu limités, quoi. Et c'est vraiment clairement dit, notamment par une chimpanzé qui est l'héroïne de l'histoire avec Ulysse. Et tout ça pour dire que, voilà, il y a des espèces de castes aussi, comme on connaissait dans les années 60, qu'on connaît un peu moins en Europe actuellement, mais qui reste quand même, parce que il y a aussi toute une histoire de culture qu'on traîne depuis des milliers d'années, n'ayons pas peur des mots, où on va toujours catégoriser les gens selon leur origine, selon la couleur de leur peau, ou d'autres, leur culture, ou d'autres critères. Et là, clairement, oui, c'est dans cette histoire-là, c'est fait aussi. Alors après, par contre, la manière de le raconter et la manière dont le personnage le relate, il y a aussi la question qui se pose. A-t-on raison de classifier les gens comme ça? Pourquoi aller dire que cette catégorie d'être vivant est inférieure à une autre? Parce que là, on est clairement dans l'histoire de les singes sont meilleurs que les êtres humains, et donc les singes ont euh, esclavagisé quelque part les êtres humains. On a quand même des humains de compagnie. Et donc les humains se promènent nus, parce que un singe habillé ne va jamais concevoir d'avoir un humain qui est habillé avec lui, vu que c'est son animal. Toi, quand tu promènes ton chien, à moins que ce soit un chihuahua ou des petits chiens comme ça, mais moi j'ai un bouvier des Flandres, je vais pas lui mettre son petit manteau. Il a sa fourrure qui le protège, ça suffit. Et ça va jamais me venir à l'esprit de lui mettre un petit manteau, lui faire des couettes ou je ne sais quoi, ou lui mettre des trucs dans ses poils. Là c'est pareil, eux les humains, ils vont pas les coiffer ni rien, ils vont les promener comme ils sont, tels qu'ils sont, ils vont leur mettre une petite laisse, c'est pas ils le mettre dehors, quoi. Par contre, il a le droit d'être sur c'est quatre pattes ou enfin je sais plus s'il peut. Je crois qu'il se déplace à quatre pattes, il se déplace pas sur leurs deux jambes. Et voilà. Et donc, étant donné qu'il a tout inversé, en gros, on prend tout ce que nous on connaît des singes, mais dans les années 60, hein, revenons aussi quand même à ça. Tout ce qu'on faisait aux singes vers 63-65, et ben là, eux le font aux humains. Et alors donc du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant et c'est là aussi qu'en prenant un peu de recul, on se dit: «Bah oui, en effet, mettre des singes dans des laboratoires, les envoyer sur la Lune», parce qu'on est aussi, on va arriver dans l'époque où le premier homme sur la Lune, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est dans ces années-là aussi. On a envoyé un chien la première fois, Laika, et après on avait envoyé un singe astronaute pour voir un petit peu comment ça se passait. On ne voulait pas envoyer un homme. Bah, là, c'est en sens inverse, donc les singes vont envoyer un homme parce qu'ils veulent pas sacrifier un singe. Et il y a un moment qui est, enfin moi qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait beaucoup rire,
C'est que donc, il y a un chimpanzé qui tombe amoureuse d'un homme, de Ulysse, et alors elle lui dit: «Non, je peux pas, t'es trop laid». Et donc je me suis dit: «Tiens, c'est quand même très drôle parce que nous, les êtres humains, on va trouver que les singes sont laids ou pas, c'est chacun son truc, mais et donc elle va d non, tu trop laid quoi, c'est pas possible. Déjà on peut pas mélanger les races, mais alors en plus, non, même me faire un câlin au côté ah là là, mon Dieu, c'est pas non. Voilà donc j'ai trouvé ça extrêmement drôle de voir jusqu'où il a poussé l'interversion quoi. C'était très, très fort et donc bah, sur le fond, j'ai lu ça très, très vite. Et je pense que j'ai été beaucoup plus emballée par l'histoire du livre que par les extraits de la série. Est-ce que je regarderai la série ou pas? Je ne sais pas parce que là, on rentre tellement profondément dans la psyché du personnage de Ulysse et dans toute son histoire avec la chimpanzé, dont j'ai oublié le prénom aussi, que j'ai peur de Zira. Elle s'appelle Zira. J'ai peur de perdre la saveur de l'histoire quelque part. Donc voilà, comme je disais, pour moi, ça pourrait être étudié en classe. Peut-être que ça a déjà été fait d'ailleurs. Et je recommande vraiment aux profs, bah, surtout d'ados, de l'étudier avec leurs ados. Parce que on peut aller beaucoup plus loin que ça, en disant, voilà, de quel droit va-t-on dire que cet être vivant-là, on va dire qu'il a le droit de vie ou pas, de vivre en cage ou pas, et cetera, d'être maltraité ou pas, ou moins bien traité qu'un autre être vivant. Pourquoi, par exemple, on va bien traiter les chiens et pas les vaches? Pourquoi nous, on mange les vaches? En Inde, on les mange pas. Voilà, on peut aller très, très loin dans la philosophie comme ça. Alors oui, OK, là, si on commence à me lâcher sur ce genre de questions, la vidéo va durer 3 heures. Mais c'est vraiment toute cette philosophie-là aussi qu'il y a dans cette histoire et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Donc mon personnage préféré, moi, ça a été Zira. Ça a été la chimpanzé, pour son ouverture d'esprit, pour le fait qu'elle a pris le temps de discuter avec Ulysse et elle a pris le temps de voir plus loin que son éducation et tout ce qu'elle avait appris jusqu'à maintenant. Et j'ai trouvé ça particulièrement passionnant et, euh, et ça m'a permis aussi de me questionner moi-même par rapport à plein de choses et par rapport à ma vision sur les autres personnes et comment on peut juger au premier abord sur une apparence, des vêtements, une attitude. Si quelqu'un a l'air fermé ou quoi, peut-être que c'est juste quelqu'un qui passe une mauvaise journée et pas quelqu'un qui est enfin qui est fondamentalement désagréable. Et plein de choses comme ça, quoi. Enfin voilà, je me suis beaucoup interrogée sur pas mal de choses et j'ai beaucoup philosophé en lisant cette histoire. Et donc à recommander à qui? Bah, aux gens qui aiment se poser des questions comme moi, par exemple. C'est une bonne idée. Aux ados, je trouve que c'est accessible déjà à partir des ados qui ont envie bah, justement de plonger dans cette histoire qui permet de se poser, comme je disais, plein de questions. Et c'est une histoire de science-fiction qui est vraiment très bien écrite et très sympa. Et à recommander bah, aux amateurs de science-fiction qui ne l'ont pas encore lu. Et peut-être des personnes qui connaissent la série, mais qui n'ont pas pris le temps de lire l'histoire. Je pense que ça va donner une richesse supplémentaire à tout ça parce que j'ai fait pas mal de comparaisons avec la série que je n'ai pas regardée. Donc je ne peux pas en parler plus, mais quelque part, est-ce que ça m'a donné envie de regarder la série ou pas? La question reste ouverte, peut-être. Parce que bah, justement, voilà, là, ça va permettre de voir l'histoire, mais exploitée complètement différemment. Alors, moi, quand je regarde une série comme ça, je ne compare pas avec le bouquin, parce que pour moi, c'est deux univers complètement différents. On a plus de liberté quand on écrit, parce que là, bah, c'est l'imagination qui a les limites, et les limites que l'écrivain se pose. Quand c'est une série, c'est les limites que le scénariste et les accessoiristes vont avoir. Donc voilà, j'essaye de pas dire ah ouais, mais dans le bouquin, c'est pas comme ça, c'est de la merde et tout. Non, parce que c'est pas du tout la même chose. Sans compter l'année du film, parce que bien sûr, je ne sais plus de quand date le premier film que j'avais regardé, c'était avec Charlton Heston, si je ne me trompe pas.
mais c'est dans les années, c'est fin 60 quoi, donc voilà, les moyens n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant, où maintenant on peut faire des trucs avec, l'intelligence artificielle, qui sont quand même assez fabuleux. Donc voilà, moi je te laisse en compagnie de ma présentation, comme ça, si tu veux, voir, comment je travaille pour les chroniques et faire appel à mes services, je te dis tout dans ma présentation et je te dis à très vite pour d'autres chroniques. Alors maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi j'écris, des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a deux et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement
Et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo. Donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.